Salut les photographes, ce sont les MPR News de l'été 2020 et on va avoir plein de choses dans ces MPR News, notamment je pense qu'elles vont être très très longues à cause du R5 et R6 de chez Canon qui sont sortis, du Sony Alpha 7S III. Je vais pas faire de vidéo dédiée, donc je vais prendre un petit peu le temps de vous donner mon avis sur ces appareils photo qui sont assez excitants quand même, faut le dire. Donc du coup on va en parler en profondeur. S'il y a que ça qui vous intéresse dans cette vidéo, vous pouvez zapper directement à cette partie-là. Je vous ai mis exprès le menu dans la description aujourd'hui. Et puis sinon on a plein d'autres news avant, donc c'est parti. Et on commence avec le sponsor de la vidéo, qui n'est autre que Tamron. Donc un grand merci à Tamron, grâce à qui je peux faire ces MPR News. On en parlera un petit peu plus tard, notamment de la série FE 67 mm, toute cette série d'objectifs pour appareils photosoniques que j'ai déjà eu l'occasion de tester pour la plupart sur cette chaîne. On passe aux photo news. Alors, première photo news, c'est Olympus. Ça y est, c'est officiel. Olympus quitte le monde de la photo après 84 ans. Olympus a vendu sa partie image, enfin sa division image, à Japan Industrial Partners, JIP. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en gros, ce qui se passe, c'est que Olympus a vendu ses marques, donc a vendu OMD et Zuiko, pas Olympus, d'accord. Olympus va continuer à faire d'autres choses, mais plus des appareils photo. Et en fait, on connaît JIP, comme vous appelez comme vous voulez. Ils avaient notamment racheté la marque Vaio, qui étaient les ordinateurs portables fabriqués par Sony, qui avaient une bonne réputation, et que Sony a décidé de vendre à un moment. Et on a pu voir ce qu'ils ont fait avec, en fait. Et ce que fait JIP, c'est qu'ils récupèrent des marques qui ont encore une certaine qualité auprès du public, ou en tout cas une impression de qualité ou de bonne marque, comme c'est le cas pour les marques d'Olympus. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux vont vendre des produits assez cheap, plutôt de mauvaise qualité, mais en capitalisant sur le fait que la marque auprès du grand public est encore synonyme de qualité. Et donc, voilà, ils vont pouvoir vendre un peu plus cher des trucs un petit peu pourris et gagner sur la marge. Et donc, c'était ça le deal. En gros, Olympus a récupéré des sous en vendant ça. JIP va pouvoir faire un petit peu de sous aussi de ce côté-là, mais n'attendez plus vraiment, a priori, à ce que les futurs produits OMD ou Zuiko. Alors, vous allez en avoir encore un petit peu qui vont sortir dans les prochains mois, qui eux sortent de la R&D de chez Olympus, donc ceux-là vont être bons. Mais dans un an, 2 ans, 3 ans, ne vous attendez pas à avoir des bons OMD ou des bons Zuiko qui sortent. A priori, c'est mal parti pour ça. Adobe a mis à jour, fait des grosses mises à jour sur ses logiciels, notamment Photoshop et Lightroom. Sur Photoshop, le truc le plus intéressant, c'est le fait que maintenant la sélection de sujets, vous savez, quand vous faites sélection et vous cliquez sur le sujet, vous cliquez sur une personne par exemple, Adobe va automatiquement, avec son intelligence artificielle, sélectionner notamment une personne. Et là, la sélection est beaucoup plus fine, notamment sur tout ce qui est cheveux, etc. C'est assez impressionnant, ça marche vraiment très bien. Donc si jamais c'est quelque chose que vous utilisez, ça vous permettra de gagner pas mal de temps et d'éviter de faire tout. Alors je sais plus quel outil c'est, mais au pinceau ou à la plume, je sais plus exactement. Et sur Lightroom, l'outil le plus intéressant qui a été annoncé par Adobe, c'est les ajustements de teinte en local. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes sur un pinceau, quand vous êtes sur un filtre dégradé, vous pouvez ajuster les teintes directement dedans, ce qui n'était pas possible avant. Donc par exemple, ce que ça donne, sélection de sujets, pour vous donner un petit peu une idée. Là, en haut, vous avez l'ancienne sélection de sujets, comment ça fonctionnait sur un sujet avec plein de cheveux. Alors là, on est quand même sur un fond uni, sur des fonds, j'ai testé sur des fonds plus complexes, ça marche un peu moins bien. Et vous voyez un petit peu quand même la différence entre ce que fait maintenant la version 2020. Et puis ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée de la sélection de teintes en local. En global, voilà ce que ça fait, et en local, on peut quasiment changer complètement les couleurs des fleurs si ça nous chante. Tamron a eu des petits soucis de calibration sur certains 70-180 f2.8, donc si c'est le cas, si vous en avez acheté un et que vous voyez qu'il y a un petit souci de calibration, vous pouvez aller sur le site internet et vérifier par rapport au numéro de série si votre numéro de série est affecté par ces soucis de calibration ou pas, comme ça vous serez fixé. Sony a aussi rappelé certaines cartes SD qui a priori peuvent corrompre des fichiers vidéo. Alors c'est les cartes SD des collections SFM et TOF les durs. Donc pareil, il faut aller vérifier le numéro de série sur un site. Je vous mets tous les liens vers ces sites-là dans la description, comme d'habitude. On va mettre le plein écran pour profiter un petit peu donc, de ce concours des Milky Way Photographer of the Year, donc les photographes de l'année de Voie lactée. Et on a des sacrées photos là-dedans. Par exemple, cette magnifique photo, je trouve, dans le désert du Namib en Namibie. Non pas que la Voie lactée en elle-même soit extraordinaire, mais je trouve que c'est le cadrage en particulier qui est très très chouette avec cette belle symétrie.
On a celle-là qui est carrément dingue aussi, avec tous ces arbres nus là. Et celle-là que j'adore personnellement, avec la Voie lactée parfaitement verticale et ces espèces de trucs craquelés au premier plan là. Et je pense qu'il y a un super boulot de light painting aussi sur cette photo-là, ça fait relativement naturel. Je trouve que c'est très très réussi. Un petit peu de vocabulaire. Il y a, vous savez, avec Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter, il y a eu une vraie question qui a commencé à se poser dans la communauté photo et qui a commencé à enclencher des changements chez certaines marques. La question c'était, est-ce que c'est pas le moment d'en finir un peu avec les termes esclave et maître en photo? C'est même pas une spécificité française parce qu'en anglais c'est pareil, c'est quand on a par exemple deux flashs, on va avoir un flash master et un flash slave. C'est des termes qui dérivent de l'électronique au départ. Donc il y a pas d'intention, on va dire, au départ il n'y a pas de lien particulier avec l'esclavage, mais il n'empêche qu'on utilise quand même des termes qui sont similaires et ça peut peut-être être offensant pour certaines personnes. Donc pourquoi pas changer ces termes-là, il n'y a pas de mal aussi au bout d'un moment à faire évoluer un petit peu les choses. Un petit logiciel qui s'appelle Photostatistica, qui est donc une appli ou un logiciel qui est développé pour Mac, pour les ordinateurs, et qui vous permettra d'avoir plein de stats sur vos photos, des statistiques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça donne des statistiques de façon super visuelle. La vraie question, le vrai intérêt, je pense, c'est pour essayer de mieux comprendre ses habitudes et du coup mieux investir dans du matériel. Vous le savez, ça sert à rien d'acheter 15 objectifs photos si finalement vous en utilisez que 2 ou 3. Et un bon moyen pour savoir ce que vous utilisez le plus, c'est justement de regarder sur vos photos qu'est-ce que vous utilisez le plus ou par exemple celles qui vous donnent les meilleurs résultats. Par exemple, j'en sais rien, peut-être que moi je pense que comme je suis photographe de paysage, j'utilise beaucoup l'ultra grand angle, et en fait en regardant mes photos préférées, je vais peut-être me rendre compte qu'il y a 90% qui sont faites au téléobjectif. Donc si je veux faire monter en gamme sur un de mes objectifs, j'ai peut-être intérêt plutôt à monter en gamme sur le télé que sur l'ultra grand angle. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est ne faites pas tourner ce logiciel-là sur l'ensemble de votre catalogue et toutes les photos que vous avez prises. Parce que par exemple, euh, si je fais ça moi sur mes photos, je vais en avoir allez, 80% qui vont être des rafales parce qu'il y a des tas de situations dans lesquelles je vais prendre 1000 photos parce qu'en fait il y avait des oiseaux ou bien ouais, voilà, ou bien j'ai fait des HDR ou je sais pas quoi. Et puis en fait, en réalité, j'en ai gardé 2 sur les 1000 des photos. Alors que d'autres fois, je vais sortir, je vais faire 15 photos et je vais en garder 10. Donc faites plutôt sur le dossier finalisé, c'est-à-dire sur les photos que vous gardez ou celles où vous avez mis les meilleures notes, par exemple, pour essayer de voir un petit peu vos statistiques, justement. Ça coûte 3 $ et voilà un petit aperçu qui vous donne un petit peu une idée du type d'interface qu'on peut avoir, qui est quand même un peu plus sympa que les statistiques qu'on va avoir directement dans votre logiciel de retouche. Un jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle Umurangi Generation, c'est un jeu vidéo sur la photo qui est sorti sur Steam. Alors bon, c'est pas forcément la photo telle que nous on l'entend, mais c'est un truc un petit peu hypé où vous allez pouvoir devenir un photographe pro au fil du temps et on va vous donner des défis photos à réaliser dans un univers super coloré, un peu cartoon, c'est presque ça qui est un petit peu dommage. Je sais pas trop quel est le but du jeu, mais pour donner un petit peu une idée, donc ça coûte 15 $, et pour donner un petit peu une idée, voilà un petit peu le genre de scène qu'on a à l'intérieur. Donc par exemple, là, vous avez 10 minutes pour réussir à faire un portrait minimaliste standard coloré. Voilà. Donc vous vous baladez dans l'environnement et avec votre appareil photo, vous devez réaliser la mission qu'on vous a donnée, quoi. Donc pourquoi pas, si certains d'entre vous ça les intéresse ou l'ont testé, ça m'intéresse d'avoir votre retour éventuellement. Moi, c'est pas forcément le genre de jeu sur lesquels je vais m'attarder. Un petit peu de créativité maintenant. Deux photographes, Eugenio Ampudia et Max Estrella, ont organisé un concert à Barcelone pour des plantes. Pour 2292 plantes dans une des plus grandes salles de concert de Barcelone. Et je trouve ça assez cool comme idée. Évidemment, c'est en rapport avec tout ce qui est Covid, confinement et compagnie. Et pour donner un petit peu une idée, voilà un peu à quoi ça ressemble la photo, l'une des photos qu'ils ont réalisées. Et je trouve ça assez sympa et assez chouette en fait finalement. Ils ont vraiment fait un vrai concert. Et voilà, je trouvais que c'était une idée intéressante. Un logiciel qui s'appelle Avalanche, c'est des Français d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui sont spécialisés dans la migration de catalogues. Vous êtes de plus en plus nombreux à dire, moi, le système par abonnement d'Adobe, ça me va plus, ou bien j'ai testé Luminar ou Capture One ou DxO et je veux changer et passer à d'autres logiciels maintenant. Je transférais mon catalogue, parce que le transfert de catalogue, c'est la chose la plus compliquée à faire finalement, ou celle qui nous rebute le plus. Et donc eux, ils sont spécialisés là-dedans maintenant. Ils ont deux versions, une à 59 €, une à 109 €, et une version d'essai qui est disponible pour voir ce que ça donne. Pareil, je vous mets le lien dans la description, si jamais ça vous intéresse. Pour donner un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemble.
Un autre concours assez rigolo qui a été organisé qui s'appelle le Potato Photographer of the Year, c'est-à-dire le photographe de l'année de patates. Et ils ont organisé ça un petit peu de façon pour se moquer gentiment, en mémoire de la fameuse photo de Kevin Abosch de la patate qui a été vendue à plus d'1 million de dollars. Et j'aime bien quand il y a un petit peu d'humour comme ça dans la photo. Et donc il y a des vrais photographes qui participent à ce concours de photographie de patates. Et donc voilà, c'est la photo qui a remporté le concours cette année. Et puis une autre photo qui a été bien placée aussi. Voilà, mais je trouve ça assez rigolo comme dans l'idée. On passe aux news MPR. Alors, premièrement, je vais faire le petit segment sur Tamron. Donc, comme je vous expliquais, Tamron, qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, bah, vous le savez maintenant, hein, a sorti toute une gamme d'objectifs pour appareils photo Sony plein format, avec plusieurs particularités. L'une des particularités étant que ils essaient d'avoir quelque chose de très homogène. Ils ont vraiment travaillé la gamme pour vraiment qu'on ait une gamme très homogène, quoi. Et là, l'idée, c'est d'avoir donc des filtres de diamètre de 67 mm sur tous les objectifs, des objectifs qui sont peu encombrants, pas très lourds, même voire relativement légers, mais qui malgré tout ouvrent tous à f2.8. Et là, il montre le kit complet. Donc vous avez le kit complet, ça pèse moins d'1,8 kg pour avoir de 17 mm à 180 mm, tout en f2.8, ce qui est absolument dingo, parce que rien que quand on pense qu'un 70-200 d'une autre grande marque, généralement, va à lui seul peser plus d'1 kg, voire 1,5 kg. Là, c'est vraiment intéressant en termes de portabilité et de voyageabilité. Donc voilà, le truc qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette série-là, c'est que Tamron a développé des objectifs spécifiquement pour Sony FE. Je leur ai déjà demandé, est-ce que vous allez transposer cette gamme chez Canon RF ou Nikon Z? Ils m'ont dit, on ne peut pas vous répondre parce que pour l'instant, on a vraiment tout développé pour cette plateforme-là, Sony. Et donc c'est une démarche totalement différente de ce qui se faisait avant, où Tamron par exemple sortait un objectif et le sortait sur toutes les plateformes différentes. Là ils ont tellement spécifiquement adapté pour Sony que ça leur a permis d'avoir ces objectifs que j'avais testés sur la chaîne, hein, qui ont en général un très très bon piqué, qui sont très petits mais qui arrivent à avoir cette grande ouverture. Et donc ils vont devoir tout recommencer à zéro s'ils veulent développer pour Canon RF ou pour Nikon Z. À mon avis, ils vont le faire. Officiellement, ils ne peuvent pas encore dire qu'ils développent des objectifs pour ces plateformes-là, mais à mon avis, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment optimisé comme jamais. Et donc, on a un rapport qualité-prix qui est imbattable sur ces objectifs-là. Et leur spécificité, donc je vous disais, diamètre 67 mm, ouverture f2.8, mise au point proche, ils sont tous capables de faire une mise au point très très proche, on n'est pas sur de la macro mais pas très loin. Ils sont compacts, ils ont une grande ouverture, et puis ils ont un autofocus rapide, silencieux, qui est compatible avec toutes les fonctionnalités Sony. Donc voilà, c'est un système que je trouve vraiment très intéressant aujourd'hui, mais je recommande quasiment plus que du Tamron pour les objectifs sur Sony. Et donc voilà les 6 objectifs qui sont disponibles aujourd'hui dans cette série-là. Le 20 mm f2.8, 24, 35 f2.8, donc c'était focale fixe. Ils n'ont pas encore sorti le 50 ou le 85 f2.8, à mon avis ça ne saurait tarder, parce que je pense que c'est dans la logique. Et puis en termes de zoom, on a le 17, 28 f2.8, 28, 75 f2.8, 70, 180 f2.8, je les ai tous testés sur cette chaîne, ils sont tous excellents, donc bon, bah voilà, que dire, les voilà. Voyagephoto.com. Alors, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous avez pu voir mes stories en Camargue. Et en fait, je vous ai un petit peu rapidement expliqué sur Instagram de quoi il en relevait. Mais vous savez que moi, j'ai envie d'organiser des stages et des voyages photos, quelques-uns, hein, pas faire ça à temps plein. Et avec l'agence avec laquelle je travaillais avant, bon, on n'a pas forcément abouti. Et donc ces derniers temps, je discutais pas mal avec Laurent qui a créé voyagephoto.com, qui est un photographe, hein, qui a créé son agence de voyage justement pour pouvoir organiser ses propres voyages, et qui maintenant essaie de réunir une très bonne équipe de photographes. Et en fait, moi ce que je voulais, c'est rencontrer Laurent et rencontrer les quelques autres photographes de l'agence, pour essayer de voir si ça matchait bien, si on s'entendait bien. Et donc il m'a dit, bah écoute, on a un stage en Camargue, on va photographier des chevaux, viens, viens là, et puis j'appelle d'autres photographes, et on s'est retrouvé à 4 photographes de l'agence là-bas. Et du coup, c'était super intéressant, j'ai bien accroché avec eux, j'aime beaucoup leur façon de faire, qui est beaucoup plus jeune, dynamique que la plupart des autres agences de voyage photo, avec une approche beaucoup plus décomplexée aussi, du voyage et du stage photo. On est beaucoup moins... on va dire sur une approche un petit peu snob que j'ai pu sentir dans d'autres agences de voyage. Et voilà, ça fait du bien, c'est plutôt cool. Enfin, en tout cas, si vous partez en voyage avec Voyage Photo, je pense que vous êtes à peu près sûr de passer un bon moment. Et donc, du coup, quels sont les projets? Moi, je suis en train de travailler sur un projet de stage dans le Jura en hiver, que j'aimerais pouvoir vous proposer pour l'hiver prochain.
peut-être fin janvier, début février, mais vraiment maximiser nos chances d'avoir de la neige à ce moment-là. Donc vous savez que le Jura, moi je connais bien, donc je vais essayer d'organiser ça assez rapidement et je vous tiendrai au courant. Et puis autre chose qui est déjà calé, c'est un grand voyage, euh, quasiment 2 semaines, oui, dans le Grand Teton et Yellowstone aux États-Unis. Vous savez que Yellowstone, moi c'est ma destination favorite au monde, de tous les endroits que je connais. Je pourrais passer un an entier à Yellowstone et jamais photographié 2 fois la même chose. J'y suis déjà allé plusieurs fois et donc j'ai vraiment hâte de vous accompagner là-bas. Et on sera 2 photographes de l'agence là-bas pour un petit groupe de photographes. Donc voilà, ça c'est d'ores et déjà au catalogue. Donc voilà, bah, vous allez sûrement entendre parler de voyage photo un petit peu plus dans les mois à venir, parce que bah, j'intègre l'équipe tout simplement, parce que ça se passe bien. Et puis je voulais vous parler un petit peu de Pixie. Alors Pixie, c'est un fabricant d'appareils photo français. Bah, c'est le nouveau fabricant français, et depuis je ne sais plus combien de dizaines d'années qu'il n'y avait pas eu de fabricant français. Et donc ils ont développé à Besançon un appareil photo qui s'appelle Pixie, qui est un rangefinder, donc c'est un petit peu dans les mêmes styles que les Leica, si vous voyez. Donc un rangefinder, c'est les systèmes où justement on vient tourner un petit peu une bague pour que on vienne aligner 2 images, et quand les 2 images s'alignent, hop, la mise au point est faite. Donc c'est un système très particulier pour faire la mise au point. Ça se fait assez bien, c'est assez facile à prendre en main. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pu participer un petit peu au développement, en tout cas les aider dans le développement du boîtier. Parce que comme ils étaient à Besançon, on est rentré en contact là-bas. Ensuite, on a continué de discuter et ils m'ont envoyé plusieurs fois des Pixie qui étaient en cours de développement pour que je puisse tester un petit peu pour eux, faire quelques photos de test, leur dire tiens attention, il y avait des soucis sur la matrice de lecture, de balance des blancs, etc. Maintenant tous ces problèmes-là sont réglés et les photos sortent vraiment très très bien. Et donc il est en vente, Pixie s'est lancé il y a quelques semaines. Alors il est en vente à 2 900 €, c'est un appareil photo APS-C. Ça peut paraître cher, en fait ce qui coûte très cher là-dedans c'est le shutter, c'est-à-dire le système de rideau, qui est un shutter global. C'est-à-dire que ça va lire l'intégralité des informations du capteur en une seule fois, contrairement à quasiment tous les autres appareils photo qui lisent ligne par ligne et qui va créer des problèmes de rolling shutter justement, de lignes un petit peu en courbe, etc. Donc c'est un petit peu ça la particularité et c'est ça qui fait que c'est un boîtier qui coûte un petit peu cher, en plus du fait que ce soit tout taillé dans la masse. Enfin, c'est un beau produit. Je pense que les personnes qui aiment les Leica ou qui aiment un petit peu le côté organique des Fuji par exemple, sont carrément dans la cible de ce Pixie. C'est un concept aussi particulier où il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de carte SD, tout se passe directement avec le smartphone. Et je dois avouer que j'ai été bluffé par l'application smartphone de Pixie, parce que pour en avoir testé quelques-unes de chez Canon, de chez Sony, etc., celle de Pixie est beaucoup plus claire, beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide. Et voilà, sachant que c'était développé par une petite équipe à Besançon, je trouve que c'est vraiment top, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est vraiment pas un appareil photo pour tout le monde, c'est aussi un budget, mais si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur pixie.com. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble vu de dessus, ce petit appareil photo qui prend donc les objectifs en monture Leica justement. Et puis une dernière petite news MPR sur Twitch, avec les copains de la Ligue des photographes, on a atteint les 500 follow, 500 personnes qui suivent, c'est comme s'ils étaient abonnés sur YouTube, c'est le même principe. Et donc du coup on va organiser, a priori, ça peut encore bouger, mais normalement ce serait le 30 août à 13h, un défi au RAW touche. Et l'idée c'est qu'en fait ce soit tous les photographes de la Ligue, qui sont chacun sur leur logiciel de traitement de photo en train d'essayer de traiter une photo, jusque-là rien de dingue, sauf qu'il y aura des gages que le public pourra donner, et ça va être assez marrant, enfin, des gages du style, allez hop, maintenant pendant 2 minutes tu retouches avec la main gauche, ou tu retouches, j'en sais rien, en enlevant tes lunettes, et je pense que ça va être bien fun. L'idée c'est juste de se marrer un petit peu et de pas trop se prendre au sérieux sur la photo. Et si jamais ça vous intéresse, si vous voulez voir par exemple aussi comment je prépare mes MPR News, très souvent je stream sur Twitch pendant que je prépare mes MPR News. Donc voilà, allez suivre la Ligue des photographes, c'est sympa. On est parti pour les news matos. C'est parti, et notamment pour The grosse news, donc Canon qui a annoncé le Canon EOS R5. Un appareil photo 45 mégapixels plein format avec la stabilisation du capteur, la vraie stabilisation du capteur mécanique, c'est le capteur qui bouge. C'est la première fois enfin que Canon stabilise un capteur plein format sur ses boîtiers, peut-être 3 ans après tout le monde. Le gros truc qui a fait tous les gros titres du Canon EOS R5, c'est qu'il filme en vidéo 8K à 30 images par seconde, 4K à 120 images par seconde. Alors,
il y a des soucis de surchauffe, il y a des gros soucis de surchauffe a priori. Donc la 8K à 30 images par seconde, l'idée, je pense chez Canon, c'était vraiment de frapper un grand coup et de surprendre tout le monde. Et a priori, ça marche pendant peut-être une vingtaine de minutes à peu près, hein, jusqu'à ce que ça surchauffe et que l'appareil s'éteigne. Et puis ensuite, le problème, c'est qu'il faut attendre au moins 10 minutes, un quart d'heure pour que ça se refroidisse, pendant lesquelles on peut prendre ni photo, ni vidéo. Et une fois que ça s'est un petit peu refroidi, on peut reprendre 3-4 minutes de vidéo. Donc c'est pas fait pour faire de la vidéo vraiment intensive, mais pour des gens qui, par exemple, travaillent par dose, par petite dose, par petit clip, etc., ça peut tout à fait fonctionner. Et a priori, sur les premiers tests que j'ai vus, c'est une très très bonne qualité de vidéo. On a des codecs qui sont bien mieux que dans les derniers boîtiers de Canon où ils avaient mis des codecs un petit peu, c'était n'importe quoi. On a des fichiers énormes avec une qualité pas top. Là, a priori, c'est tout à fait résolu. Et puis, il y a des petits soucis en 4K où la qualité n'est pas idéale, notamment sur 4K 120 images par seconde et 60 images seconde. Donc, si vous voulez de la 4K à 120 images ou à 60 images, partez plutôt sur un autre boîtier que celui-là. La raison étant que là, comme on est sur un capteur 8K, 45 mégapixels, si on veut faire de la 4K, et ben soit l'ordinateur en gros de l'appareil photo va prendre les 8K et les compresser en 4K, donc fusionner des pixels, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc dans ce cas-là, ça surchauffe. Soit ils vont lire une ligne sur deux ou un pixel sur deux, et dans ce cas-là, eh ben, la qualité sera un petit peu moins bonne. Donc voilà, a priori, c'est ça les petits soucis qu'on a sur la vidéo. On a parlé un peu de vidéo, ok, mais en fait, c'est un super appareil photo. Et le truc, c'est que à force d'avoir mis 8K partout, tout le monde s'est mis à parler de cet appareil, ce boîtier comme un boîtier vidéo, sauf qu'en réalité, c'est un excellent boîtier photo, probablement le meilleur boîtier photo que Canon ait jamais sorti, avec une rafale à 12 images par seconde, une nouvelle batterie qui permet de durer un petit peu plus longtemps. Alors en rafale, je parle toujours des images par seconde en mécanique et pas en électronique, parce qu'à chaque fois en électronique on peut aller plus loin. Mais moi j'ai constaté que par exemple sur mon Sony, mais je sais que c'est le cas des autres boîtiers aussi, dès qu'on shoot avec la rafale en électronique, ça induit tout un tas de problèmes. Ça peut induire du rolling shutter, ça peut donc, moi je me souviens, j'avais fait des photos d'anniversaire de ma fille où le gamin courait partout dans le jardin en shutter électronique, et bah, les enfants étaient tordus sur les coins de l'image, c'était vraiment pas terrible. Enfin voilà, ça crée plein de problèmes, on a une plage dynamique qui est un peu moins bonne en général, enfin voilà, on a plein de petits soucis de cet ordre-là. Donc je parle toujours de la rafale en mécanique, parce que pour moi la rafale en électronique c'est un petit peu... voilà, c'est comme quand on fait des ISO à 50 000 ISO, c'est un cas spécifique et très particulier. En termes d'autofocus, on a le Dual Pixel version 2, donc qui est encore amélioré. On a un très très bon système de tracking, et il y a aussi le système d'autofocus sur l'œil, et notamment sur les animaux. J'ai vu quelques vidéos, c'est impressionnant. Ça arrive à suivre l'œil des oiseaux, de certains oiseaux en vol, d'animaux qui courent vers nous, etc. On est bien au-delà même de ce que Sony est capable de faire aujourd'hui. Donc gros pas en avant là-dessus. On a un viseur électronique de 5,76 millions de points et un écran de 2,1 millions de points sur rotule, comme Canon sait bien les faire maintenant. Et donc on a un beau boîtier bien complet, haute définition, avec tout ce qu'il faut pour à peu près 4500 € quand même, sachant que de toute façon c'est le successeur annoncé de la série 5D, donc voilà, Canon voulait frapper un gros coup là-dessus. Une petite image pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble à un Canon, pas de surprise de ce côté-là. Canon a aussi annoncé le EOS R6, qui est en fait la version avec moins de mégapixels, mais qui pour le reste est tout aussi bonne. Donc 20,1 mégapixels, plein format, stabilisé aussi, qui shoot de la vidéo à 4K à 60 images par seconde. A priori, la vidéo 4K est même peut-être un tout petit peu plus qualitative sur le R6 que sur le R5. Les rafales à 12 images par seconde, il y a un nouveau système de batterie, Dual Pixel version 2, live tracking, l'autofocus sur l'œil aussi, comme sur l'autre. Le viseur est un tout petit peu moins défini, 369 millions de points. Et l'écran, 1,62 millions de points, mais c'est encore largement suffisant. Et donc on a un boîtier qui est moins cher, du coup 2700 €, un petit peu plus abordable, même si ça reste cher. Mais on a, je pense, un très très bon boîtier et qui peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc si vous n'avez pas besoin d'avoir un capteur hyper avec une grosse définition, ou si vous n'avez pas besoin d'avoir la vidéo 8K, en fait le Canon EOS R6 reste une très très bonne option. Et voilà à quoi ça ressemble, bah, c'est comme le R5 mais il est marqué 6 à la place. Il n'y a pas le petit écran sur le dessus quand même.
Et Canon a annoncé tous ses objectifs pour 2020. Alors on a le 70-200 f, donc c'est tous des objectifs mirrorless, hein, vous l'avez bien compris, Canon il est 100% mirrorless en ce moment en tout cas. 70-200 f4 série L, le 100-500 f4.5 7.1 série L, 50 mm f1.8 STM, 85 f2 macro, stabilisé d'ailleurs, les deux OVNI 600 mm f11 et 800 mm f11, on en parle juste après, et deux téléconverteurs, donc téléconvertisseurs, comme on appelle ça, des multiplicateurs de focale, 1.4 et 2. Donc voilà, entre-temps, le 85 f2 a été annoncé, 700 €. Le 100-500 f4 7.1 IS-USM a été annoncé à 3100 € quand même. Ouf, ça fait mal, je trouve, pour un objectif qui certes a une bonne plage focale, mais c'est pas des ouvertures de dingue non plus, quoi. Et ensuite, voilà, les deux OVNI. Le 600 mm f11 IS-STM et le 800 mm f11 IS-STM, qui sont deux objectifs un petit peu à souffler, on peut les augmenter et les baisser, et surtout qui ont une ouverture fixe et constante. C'est-à-dire que ça restera f11, vous ne pouvez pas fermer le diaphragme, mais vous pouvez l'ouvrir plus. Donc c'est assez intéressant, c'est un parti pris, ça permet de faire en fait des objectifs à très forte focale qui sont abordables, vous voyez 750 €, 1050 €, habituellement quand on regarde regardez les prix des 400 mm f4 ou des 500 mm f4, on est dans les 10 000 € quoi. Donc là ça n'a rien à voir en termes de prix. La vraie question c'est est-ce que f11 suffit pour faire des belles photos, notamment en animalier? C'est pas tellement un souci de flou d'arrière-plan ou de choses comme ça, parce que quand on est à 600-800 mm, l'arrière-plan il sera flou, même à f11 il n'y a pas de souci. C'est plus une question de lumière. Clairement, si vous shootez des animaux au lever du soleil, avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil, ça va être très 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 compliqué, vous allez devoir grimper dans les ISO à toute vitesse. Si vous prenez des photos en pleine journée, ou avec la lumière directe sur l'animal, ça peut être très très bien. Et je pense notamment aux personnes qui font la photo d'oiseaux. Si vous prenez beaucoup en photo des petits oiseaux, vous avez souvent besoin d'avoir une grosse focale, l'air de rien. Et donc ça peut être intéressant pour vous si vous avez un petit budget ou si vous voulez commencer dans ce type de photographie-là. Donc voilà, pourquoi pas. Sony a annoncé le Alpha 7S III après des années et des années de spéculation. Finalement, on n'y croyait plus, on se disait bah non, ils ont abandonné, etc. Ils l'ont annoncé. Donc on est à 12 mégapixels, plein format avec capteur stabilisé. 12 mégapixels, ça peut paraître peu, mais en fait, c'est dans la suite des Sony Alpha 7S et Alpha 7S II. C'est un boîtier qui est principalement vidéo. Très franchement, vous allez a priori pas trop vouloir faire de photos avec ça. 12 mégapixels, de nos jours, c'est plus tellement standard. C'est relativement bas. Mais en fait, l'intérêt de 12 mégapixels, pourquoi 12 mégapixels? C'est que 12 mégapixels, c'est 4 x 3, c'est 4000 par 3000. Et donc, en fait, c'est exactement 4K. Et en fait, le vrai intérêt pour Sony, c'est que c'est un capteur qui permet de capturer de la vidéo en 4K sans faire aucun calcul derrière, vu qu'en gros, ça lit tous les pixels de l'image, et on a la vidéo 4K tout de suite, il n'y a pas besoin de les recombiner, de lire une ligne sur deux ou je ne sais quoi. Donc c'est la meilleure qualité de vidéo 4K possible, on va dire. Sans surchauffe, ou très peu en tout cas, et du coup ça leur permet de pousser le boîtier jusqu'à 4K à 120 images par seconde, 10 bits, donc ça c'est des espaces de couleurs, donc 10 bits c'est très très bien, et si on le sort par le port HDMI sur un enregistreur externe, on peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde en 16 bits et en RAW, donc c'est-à-dire la vidéo RAW, ça permet vraiment de faire plein de choses en termes de retouches et de traitement sur son image derrière. En termes de photos, on a quand même une rafale à 10 images par seconde avec un buffer qui peut encaisser jusqu'à 1000 € avant de saturer. Ça devrait aller normalement. Il prend des cartes SD et ou des CF Express. C'est un nouveau format de carte que Sony a introduit dans le système. Et en fait, on peut mettre les deux. C'est-à-dire qu'on peut mettre la CF Express et puis on peut l'enlever et mettre une carte SD à la place. Et Sony a revu ses menus. Ils ont revu leurs menus. Absolument dingue. Alors il faudrait les tester pour voir si c'est plus pratique. Si des personnes qui l'ont testé disent que c'est quand même plus clair. Après le truc c'est que pour l'instant ces personnes-là sont généralement des gens qui sont en contrat avec Sony pour avoir des avant-premières et tout. Donc voilà, faut toujours faire un petit peu attention à ça. Mais a priori les menus sont quand même bien plus clairs qu'avant. Ça veut pas dire qu'ils sont au niveau d'un Pentax ou d'un Canon par exemple, mais voilà, c'est quand même déjà un grand pas en avant. Un viseur a priori absolument dingue de 9,4 millions de points, c'est juste monstrueux ça, et un écran sur rotule, nouvelle première pour Sony. Sony a fait un écran sur rotule qui peut partir sur le côté, qu'on va pouvoir, on va pouvoir l'orienter comme on veut quand on fait des photos à la verticale, on va pouvoir faire face à soi quand on filme des vidéos. C'est absolument génial, nouveauté.
Et donc tout ça 4200 € et garantie sans surchauffe ou presque. A priori ça peut surchauffer quand on les pousse vraiment dans des conditions extrêmes, mais globalement on est encore très très loin des problèmes de surchauffe que rencontre Canon. Donc voilà, un vrai boîtier totalement orienté vidéo et très peu sur la photo. Voilà un petit peu à quoi ressemble ce boîtier. Donc vous voyez l'écran sur rotule, magnifique. A priori, les petits soucis quand même, c'est que quand on vient brancher des câbles HDMI, des câbles de micro, etc., bah, ça vient se mettre devant l'écran de la rotule. Donc c'est quand même pas parfait, mais bon, ils ont encore quelques petits trucs à apprendre. Alors, vous avez vu pas mal de vidéos, je pense, ces derniers jours, sur est-ce qu'il faut prendre le Canon R5 ou le Sony A7S III. Et je comprends pas trop pourquoi il y a eu ces comparaisons-là. Enfin, si je comprends. C'est-à-dire que déjà, il y a pas mal de photographes ou de youtubeurs qui ont eu l'occasion d'avoir les deux dans les mains avant leur sortie. Donc quand on a les deux en même temps, forcément, on les compare. Ces deux boîtiers qui ont vachement de hype, qui sont vachement waouh, dis donc, tout le monde en parle. Donc on a envie de les comparer. Sauf qu'en fait, quand on regarde en réalité, le R5, même s'il a des spécifications hyper balèzes en vidéo, c'est pas un boîtier vidéo. Clairement, si vous faites de la vidéo votre métier, vous n'allez pas prendre un R5 parce qu'il y a des limitations en fait. Et par contre, c'est un sacré boîtier photo. Et je trouve ça dommage que beaucoup de gens ne parlent quasiment que de la vidéo sur le R5. Alors que le A7S III, c'est purement un boîtier vidéo. Donc pour moi, en fait, quand on essaie de dire est-ce qu'il faut prendre le Canon ou le Sony, ben, on compare un boîtier photo avec un boîtier vidéo, c'est pas forcément... Voilà, ça n'a pas d'intérêt de comparer ça, c'est vraiment des usages très différents. Je voulais quand même profiter de ce mini comparatif juste pour appuyer le fait que Canon a rattrapé pas mal de choses. Qu'est-ce que Canon a rattrapé? Stabilisation du capteur. Il recommence à être bon en vidéo, là où ces derniers temps il faisait vraiment n'importe quoi, des gros crops dans l'image, des codecs qui n'allaient pas, etc. Et ils ont rattrapé un énorme retard, ils ont rattrapé et même dépassé ce qu'ils faisaient sur l'autofocus sur l'œil et sur les animaux. Donc c'est juste hallucinant comme Canon a réussi à rattraper son retard sur tout un tas de choses avec ce boîtier-là. Le dernier truc qui est encore un petit peu limite, c'est la durée de vie de la batterie qui a été un petit peu augmentée, mais qui est encore largement inférieure à ce que peut faire un Sony par exemple. Là où Sony a progressé, c'est ça y est, maintenant ils sont capables de mettre des écrans rotules sur leur boîtier. Depuis le temps. Et en plus, totalement tactile. C'est-à-dire que maintenant, on peut appuyer dans les menus avec son doigt. C'était pas possible jusqu'à présent. C'est un truc, sur 70D, je pouvais le faire, quoi. Pareil, ils ont mis 4 ans, 5 ans avant de sortir ça, parce que je ne comprenais pas. Ils ont enfin revu leur menu, et ils ont un viseur qui, a priori, est très très bon maintenant, là où c'est vrai que, par exemple, au moment du A7R3 et du A7 III, le viseur était moins bon que ce que fait Canon ou Nikon sur leurs nouveaux appareils photo. Un peu plus dur, j'ai envie de dire, je sais pas trop comment expliquer, mais en regardant dans le viseur d'un Sony, on voit qu'on regarde un écran, quoi. Alors que quand on regardait dans un Canon ou un Nikon, bah, on avait l'impression limite de regarder dans un viseur optique, quoi. Et a priori, voilà, ils ont réussi à corriger ça. Là où Sony peut encore progresser, bah, c'est a priori l'écran, parce que bon, il n'est pas encore parfait, comme vous avez pu voir. Il y a encore des câbles qui passent devant, etc. Les menus, à mon avis, visiblement, il y a encore des trucs qui sont pas très clairs. Ils ont réorganisé les items, normalement, ils sont un petit peu plus à leur place, mais a priori, il y a encore des trucs qui sont voilà, des abréviations, des longues expressions, des trucs pas très bien traduits. Il faut pas oublier aussi que chez Sony, c'est vraiment limite un boîtier d'ingénieur, c'est-à-dire que c'est un boîtier où on a des milliers d'options, beaucoup plus que chez les autres marques d'appareils photo. Et donc du coup, bah, c'est logique que les menus soient plus compliqués parce qu'il y a beaucoup plus de choses à mettre dedans. Mais il n'empêche, je pense qu'ils pourraient travailler leur ergonomie encore plus. Et puis je pose la question de la taille du boîtier, parce qu'on est toujours sur les mêmes boîtiers qui datent de l'époque où, quand on disait mirrorless, c'était synonyme de petit boîtier, de petite taille. Et pour moi, ça devient un handicap maintenant pour Sony par rapport à des Canon ou des Nikon qui sortent des boîtiers qui sont beaucoup plus gros, qui ont quasiment une taille de réflexe et qui ont une très bonne prise en main du coup. Donc voilà, ça c'est les trucs où je pense que Sony peut encore progresser. Et ce que je trouve assez marrant finalement, pour conclure un petit peu ce petit débat et ces nouvelles sorties, c'est que j'ai le sentiment que Canon a pris le même rôle que Sony avait au moment où Sony s'est lancé dans la bataille des appareils photo. C'est-à-dire que quand Sony est arrivé, Sony sont arrivés avec leurs gros sabots en mettant un paquet d'innovations dans leur boîtier, et les critiques qu'on leur faisait, c'était attention parce que ça surchauffe, attention parce que c'est pas très stable,
là où chez Canon ça a toujours été d'une stabilité incroyable. Et puis ce qu'on disait aussi c'était bah oui mais chez Sony il n'y a pas beaucoup d'objectifs, vous n'avez pas beaucoup d'options, donc si vous voulez vraiment avoir un bon système complet, restez chez Canon ou Nikon où il y a beaucoup d'objectifs disponibles. Et là en fait les rôles sont un peu inversés je trouve aujourd'hui, c'est-à-dire que Sony s'est vraiment établi comme étant le leader dans le mirrorless. Et puis, Canon a été obligé de prendre le rôle inverse et de dire, bah maintenant nous, on va mettre des grosses features dans nos boîtiers, c'est à nous de faire un effet waouh pour que les gens se souviennent et se disent, ça y est, Canon est de retour dans le game, on va dire. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est Canon qui prend des risques, c'est Canon qui lance des trucs où bah, ça risque de faire surchauffer, quitte à ce que ce soit plus hyper stable sur leur boîtier. Et puis même en termes d'objectifs, Canon, bon, même s'ils sortent beaucoup d'objectifs, pour l'instant c'est quasiment que les objectifs Canon, la plupart sont hors de prix, ils commencent à en sortir quelques-uns qui sont un petit peu plus abordables, mais dans l'ensemble, aujourd'hui, si vous voulez une large gamme d'objectifs, partez chez Sony et pas chez Canon, parce que chez Canon on n'a pas encore beaucoup, on n'a pas encore tellement de constructeurs tiers qui ont pu faire des objectifs avec autofocus, avec stabilisation, etc. Là où chez Sony c'est déjà le cas depuis quelques années. Donc c'est assez rigolo je trouve de voir que les rôles se sont inversés, mais en tout cas ça augure de bonnes choses pour la suite. Voilà, on attend de voir un petit peu ce que Nikon va réussir à nous sortir aussi. En parlant de Nikon, justement, ils ont annoncé le Z5, qui est leur version plus abordable, on va dire, du mirrorless plein format. Donc c'est un 24,3 mégapixels plein format, stabilisé, qui peut shooter de la vidéo en 4K à 30 images par seconde, mais avec un gros crop quand même de 1,7. Et puis 1080p en 60 images par seconde. Rafale à 4,5 images par seconde, je trouve ça très faible. Et je comprends pas trop, parce que de nos jours, la rafale n'est plus vraiment un facteur de différenciation sur les boîtiers. Tous les boîtiers shootent à 8 ou 10 images par seconde quand on va vers des boîtiers moyenne gamme ou haut de gamme, on va dire. J'enlève volontairement les boîtiers d'entrée de gamme à 300-400 euros. Et 4,5 c'est pas énorme, je trouve ça dommage quand on voit que c'est quand même 1900 euros le boîtier et qu'ils ne soient pas capables d'aller un petit peu plus loin. Eye autofocus sur l'œil avec les animaux, a priori ça marche un peu moins bien que chez Sony et Canon, mais voilà, Nikon fait des bons progrès dans ce domaine là quand même. Un viseur 3,6 millions de points et puis un écran inclinable pour le coup et pas sur rotule. Alors le prix est de 1900 euros, mais avec le 24-50 f4 6.3, qui est un nouvel objectif qui a été introduit avec ce boîtier-là. J'ai pas trouvé pour l'instant de Nikon Z5 en vente nue. Je trouve ça bizarre, enfin si c'était le cas je trouverais ça dommage, mais voilà, en tout cas, donc nu ça doit être un petit peu moins cher j'imagine. Et puis ils en ont profité pour sortir des multiplicateurs de focale 1.4 et 2. Et voilà la tronche de ce magnifique Nikon Z5. Donc Nikon a annoncé le 24-50 f4.6.3, tout petit, comme vous pouvez le voir, les multiplicateurs focales 1.4 et 2, et puis ils ont sorti aussi une mise à jour du firmware du Nikon Z50, donc le Nikon APS-C, en rajoutant l'autofocus sur l'œil des animaux. Tamron, vous l'avez vu, a sorti le 28-200 f2.8 5.6 que j'ai testé sur cette chaîne, en monture Sony, f2.8 à 2, f2.8 à 28 mm, f3.5 à 50 mm, f4.5 à 100 mm et f5.6 à 150. Donc on n'est pas parmi ces objectifs à ouverture variable où en fait on dit que c'est ouverture variable, mais dès qu'on arrive, dès qu'on multiplie par 2 la focale minimum, hop, on est déjà à l'ouverture minimale. Non, là c'est plutôt bien réparti. 580 grammes, 12 cm, diamètre de fil 67 mm, 899 €, disponible depuis le mois de juin. Et voilà à quoi ça ressemble. Mais vous avez déjà vu le test sur la chaîne normalement. Sinon, je vous remets le lien dans la description. Sigma a annoncé son 100-400 et a sorti même son 100-400 f5.6.3 pour monture Sony aussi. Beaucoup de sorties pour la monture Sony. Qui pèse 1,14 kg, de 20 cm de longueur, diamètre de fil 67 mm, 1000 €. Et ils ont aussi annoncé le multiplicateur de focale 1.4 et 2. Et puis le dock pour Sigma. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. En voyant ce design, moi j'avais un petit peu peur que ça fasse comme souvent chez Sigma, où en fait ils avaient sorti des versions mirrorless de leurs objectifs réflexes, juste en rajoutant un petit bout là-bas derrière pour qu'on ait la bonne distance entre le capteur et puis les lentilles, comme s'ils avaient juste réadapté en fait. Et j'en ai discuté un petit peu avec Damien Bernal, que j'ai vu justement en Camargue. Il était là, on a discuté un petit peu, parce qu'il organise aussi des trucs avec Voyage Photo. Et lui, il l'a eu dans les mains, et il me dit non, c'est un tout nouveau redesign de l'objectif, qui est même un petit peu plus compact que le 100-400 que moi j'ai, que j'utilise sur mon boîtier. J'ai la version Canon. Et donc a priori, ils ont quand même redesigné le truc entièrement.
Alors, Sony a annoncé le 12-24 f2.8 G Master, la série la plus luxe de chez Sony, 850 grammes, distance minimale de mise au point de 28 cm, c'est très très faible. Possibilité de mettre des filtres à l'arrière, parce que comme c'est trop bombé à l'avant, on peut pas mettre de filtres, donc ils ont le petit système où on peut mettre des filtres à l'arrière, c'est un petit peu moins bien quand même carrément moins bien, mais bon, des fois on n'a pas le choix. 3300 € quand même. Faut vraiment craquer sa bourse pour les objectifs GM quand même. Et voilà à quoi ressemble la bête. Évidemment, a priori, il est très très bon, mais bon, à ce prix-là, c'est normal. Samyang a annoncé le 14 mm f2.8 et 85 f1.4 manuel avec un nouveau design pour Canon, Nikon, Sony, Fuji, des micros 4 tiers, avec une meilleure protection, une ouverture qui est décliquée, pour ceux qui font la vidéo, c'est pas mal. On peut bloquer aussi la mise au point. Disponible à 500 $ et 400 $ depuis le mois de juin. Voilà à quoi ça ressemble. Samyang a aussi annoncé le 85 f1.4 avec autofocus pour les appareils photo Canon RF. C'est les premiers, je crois, quasiment à sortir des objectifs avec autofocus pour la monture Canon, donc tant mieux, 800 $. Et voilà à quoi ça ressemble. Pentax a annoncé le 85 f1.4 en monture K, 2000 € le bestiau, et voilà à quoi ça ressemble. Panasonic a annoncé le 2060 f3.556 en monture L pour les appareils photo plein format, donc distance minimale de mise au point 15 cm, c'est très faible, 350 grammes, disponible fin juillet pour 700 €. Et voilà à quoi ça ressemble. Laowa a sorti le 9 mm f5.6 rectilinéaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de distorsion, en tout cas de grosses distorsions, c'est pas du tout un fisheye. Donc c'est un record, jusqu'à présent ils avaient sorti le 10-18 que j'avais testé sur cette chaîne, qui était déjà un record, et là 9 mm rectilinéaire, c'est quand même balèze. Pour les appareils photo plein format Sony, Nikon, pour la monture L et Leica M aussi. Le truc est tout petit, il fait 6 cm de long, et il coûte quand même la bagatelle de 1080 €. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble, ce tout petit Laowa, qui a l'air assez impressionnant. Laowa a aussi annoncé 6 objectifs pour la monture L, alors c'est des objectifs qu'ils avaient déjà dans d'autres gammes, donc il y a le 10-18 justement, le 12 mm f2.8, le 15 mm f2, le 15 mm f4, le 65 mm f2.8 ultra macro, et le 100 mm f2.8 ultra macro. Donc tout ça des bons objectifs de chez Laowa. ZY Optics a sorti le Mitacon Spin Master 50 mm f0.95 pour Canon EF, donc pour les Canon Reflex. Et a priori, c'est une version différente de celle qui avait été sortie pour les Canon RF, Z, Nikon Z et puis Sony E. Le tout pour 800 $. Ah, j'ai remis le Laowa, c'est pas le bon. Meike a sorti le 50 mm f1.2 pour Sony E, Canon RF, Nikon Z, Canon EF, 360 $, donc pas très cher pour un 50 mm f1.2. J'ai vu des tests, le piqué à f1.2 a pas l'air dingos quand même. Après, ça a l'air d'être un bon gros objectif quand même. Mais le problème, c'est qu'on achète un objectif f1.2 pour qu'il soit bon à f1.2, sinon autant acheter un f1.4 ou un f1.8. Et là, il n'est pas dingos dans cette gamme-là. Et j'ai remis encore le même truc. Meyer Optics a annoncé le Trio-Plan 100 mm f2.8 avec un bokeh un peu spécial qui s'appelle Bubble Bokeh, disponible pour Sony E, Canon EF, Nikon F et Pentax K, Fujifilm X, micro 4 tiers, Leica L et M et M42. Hop, on sort pour tout le monde, comme ça tout le monde est content. 1000 $ quand même le bestiau. Et voilà un petit peu le bokeh aussi particulier. Alors je sais pas s'ils avaient un petit peu de taches sur les photos de test, mais on voit des petites textures là dans les ronds de bokeh. Voilà, c'est vraiment très très particulier, c'est assumé. Hein. Et voilà à quoi ressemble l'objectif. Fuji a annoncé une mise à jour du firmware de ses GFX, donc c'est les boîtiers moyen format de chez Fuji, pour apporter maintenant la vidéo en RAW et un meilleur autofocus, plus plein d'autres petits rajouts. Donc voilà, Fuji qui reprend ses bonnes habitudes de faire des mises à jour sur ses boîtiers en apportant des tonnes de nouvelles fonctionnalités, ça c'est vraiment cool. Ils ont aussi annoncé le GFX 30 mm f3.5, donc 30 mm sur un moyen format, c'est grand angle, et donc un objectif à 1900 €, ce qui est pas si cher que ça pour un objectif moyen format, parce qu'il y a des objectifs moyen format, si vous regardez du côté des grosses marques de moyen format, des Phase One et compagnie, les objectifs c'est 10 000 € quoi. Et donc voilà, on continue avec Fuji qui commence à rendre le moyen format un petit peu plus accessible, donc je trouve ça vraiment assez intéressant comme positionnement. Nissi qui a sorti un rail pour faire le focus en macro, vous savez c'est un rail où en fait on va faire un focus stacking, on fait ça souvent en macro, donc vous mettez votre appareil dessus, vous prenez une photo, vous tournez un petit peu, une autre photo, tac, 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 et on fait ça comme ça, on fait toute notre série de photos et ça permet de faire un
parfait focus stacking à la fin. 120 € pour ce petit rail macro, donc intéressant, je vois de voir que Nissi se diversifie un petit peu, ils font toujours des produits plutôt de bonne qualité et à bon rapport qualité-prix. Revoring a sorti sur Kickstarter un système assez intéressant d'adaptateurs pour mettre des filtres. Vous savez, c'est des adaptateurs qui s'adaptent à différents diamètres de filtres. Donc par exemple, on a un adaptateur qui va de 37 à 49 mm qui permet de mettre des fils de 52 mm, de 46 à 62 mm qui permet de mettre des fils de 67, etc., etc. Et la façon dont ça marche, c'est comme ça. Donc vous voyez, en fait, on le tourne, le truc il se resserre, et ensuite quand on relâche, ça va se mettre pile au filetage de notre boîtier, de notre objectif, pardon. Et donc ça permet du coup d'adapter son filtre sur différents diamètres d'objectifs. Le coup de pouce de la semaine, alors c'est une chaîne qui n'a pas besoin de coup de pouce, mais c'est une vidéo de chez DP Review que j'ai trouvé très intéressant. Ils se sont amusés à débunker un peu le mythe comme quoi il fallait faire attention à ce qu'il n'y ait jamais zéro trace sur notre objectif, sur le verre de notre objectif. Et donc ils ont fait des tests de piqué et de contraste avec qu'est-ce qui se passe si on a de la poussière sur l'objectif, si on a des rayures sur l'objectif, alors ils sont allés jusqu'à faire des grosses rayures au couteau, hein, comme ça vous verrez vraiment ce que ça donne, s'il y a des petites gouttelettes d'eau ou s'il y a des traces de doigts. Et le résultat est assez surprenant, c'est assez intéressant, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, je vous mets le lien pareil dans la description, à la fin de tous les liens, hein, je les mets dans l'ordre de toute façon, pour que vous ayez autre chose à aller voir juste après cette vidéo. Donc voilà un petit peu la miniature. Je voulais remercier encore une fois Tamron, envoyez-leur plein d'amour dans les commentaires pour les remercier de soutenir les MPR News. Grâce à Tamron, on va pouvoir faire ces MPR News et puis les 2 prochaines. Et puis moi je vous dis à très bientôt, allez voir la vidéo de DP Review, elle est très cool. Ciao les photographes.